La présentation du tant attendu plan de relance du gouvernement est donc différée d'une semaine. Bonjour Mathieu Plane. Mathieu ? Oui. Bonjour, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Il vous a surpris ou pas ce report? Parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on en parlait avant de partir en vacances tous. On savait que c'était calé là pour mardi, pour demain. Tout était calé. Et puis voilà, il y a ce report. Bon, on se dit que c'est voilà, parce qu'on a compris que le gouvernement voulait se concentrer sur les questions sanitaires, sur le renforcement des mesures sanitaires, le port du masque à l'école, en entreprise, sur fond de rebond de contamination. C'est ça pour vous le vrai sujet? C'est ce que dit le gouvernement, en tout cas, c'est le message officiel. Ou est-ce que c'est parce que tout n'était pas totalement calé? On va laisser le bénéfice du doute. En tout cas, a priori, la priorité reste quand même la gestion de l'épidémie, mais on peut imaginer que certains calages de dernière minute soient pas totalement réalisés. Et donc, il y a peut-être un affinage à faire encore sur certaines mesures. On voit que 100 milliards, c'est pas rien. Surtout sur 2 ans, et que bien sûr cette mise en place du plan de relance, elle s'est faite, et c'est une nécessité, elle s'est faite rapidement, mais on peut imaginer que le détail des mesures ne soit pas totalement encore concret et réalisé. Donc il est possible qu'une semaine de plus permet d'avoir aussi enfin, je vous arrête un peu Mathieu, elle s'est faite rapidement. Les Allemands, ils ont dégainé leur plan au mois de juin. Oui. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, on voit bien que on est effectivement face à une course de vitesse, et les Allemands l'ont fait très vite, et les Allemands ont fait des mesures presque plus simples, je dirais. C'est-à-dire, on le voit avec la baisse de la TVA. La baisse de la TVA, vous la déclenchez, c'est très rapide, ça peut se faire dès le mois prochain. Quand vous faites des mesures beaucoup plus spécifiques, par exemple sur le renforcement des fonds propres des entreprises, un dispositif spécifique sur les jeunes, ou d'autres types de mesures, alors les impôts sur la production, on voit que ça arrive l'année prochaine, ou sur la transition énergétique, c'est beaucoup de mesures qui vont se cumuler, avec des mesures microéconomiques dedans, et donc on peut penser que tout n'est pas totalement arrêté. Bon, le plan qu'on va nous présenter, que Bruno Le Maire va nous présenter, donc ça sera la semaine prochaine, est-ce que ce sera a priori exactement celui qu'on aurait dû avoir pour le coup demain? Est-ce qu'on sait, encore une fois, dans les arbitrages qui sont rendus, il y aura des changements d'ici la semaine prochaine, ou on ne sait pas tout? Parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est 100 milliards d'euros, ça on a compris. Ouais. Voilà, et encore 100 milliards d'ailleurs, c'est comme très important, c'est 3 fois plus que le plan de relance de la crise de 2008. Non, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, il faut avoir ça en tête. Et surtout, ça arrive après les mesures d'urgence qui ont été mises en place dès le mois de mars, notamment avec l'activité partielle. Donc, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'ampleur, c'est-à-dire on ne peut pas minimiser ce plan de relance. En revanche, on connaît à peu près le catalogue. Maintenant, on va voir dans le détail, parce que là, on parle de 100 milliards. On dit 40 milliards à peu près pour la pardon, je vous coupe, Mathieu, je vous coupe. C'est de l'argent frais, 100 milliards, ou est-ce qu'on est en train de nous recycler des trucs qui ont déjà été annoncés ou qui sont prévus dans le projet de loi de finances? Souvent, le diable se cache dans les détails. Donc, c'est pour ça que ce sera important d'avoir le détail des mesures et voir ce qui est vraiment de ce qu'on appelle de l'impulsion budgétaire, ou alors, effectivement, des avances ou des prêts, ce qui est totalement différent d'un point de vue budgétaire et économique. Donc, il va falloir regarder ça. Est-ce que dans les 100 milliards, on a uniquement des nouvelles mesures fraîches avec de l'argent vraiment nouveau, ou est-ce que, par exemple, une partie de l'activité partielle sera prise en compte, notamment parce qu'elle est prolongée jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été déjà annoncées. Est-ce qu'elles rentrent dans ce plan de 100 milliards, ou est-ce qu'on a des nouvelles mesures? Et ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Non, ça, on ne le sait pas. Donc, on a le grand catalogue avec, on va dire, les chapitres. Mais maintenant, quand vous annoncez 40 milliards pour la souveraineté économique, et il y a 20 milliards d'impôts sur la production, on attend de voir quels sont les 20 milliards suivants. Idem pour la transition écologique. Il y a 30 milliards, mais 30 milliards, c'est beaucoup. Et donc, voir comment tout ça va être packagé, y compris sur la formation, les compétences, sur les plans jeunes. Donc, c'est une fois de plus, on a le package global, on peut penser que c'est important. Mathieu, le 100 milliards, c'est quoi? C'est 4 points de PIB? 4 points de PIB qui est injecté dans l'économie. Est-ce que vraiment ça peut relancer, encore une fois, la croissance et de combien? C'est-à-dire que sans ce plan, de combien la croissance, enfin de combien est-ce qu'on peut augmenter la croissance? Quelle est la croissance additive, c'est ça que je veux dire en fait, liée à ce plan? Quand on met 4 points de PIB dans l'économie. Alors, si c'est vraiment 4 points de PIB d'impulsion budgétaire, si on a un multiplicateur budgétaire autour de 1, ça veut dire qu'on gagne 4 points de croissance, en tout cas sur les 2 prochaines années à peu près. C'est pas ce qui s'est passé en 2008-2009. J'ai lu des trucs là-dessus qui disaient que, en gros, il y avait eu une déperdition de moitié. Et finalement, non, alors c'est pas vrai. Non, parce que justement les multiplicateurs, d'ailleurs le FMI a fait
aussi un peu son mea culpa là-dessus, en montrant que les multiplicateurs au cours de la crise avaient été beaucoup plus élevés que prévu. Le problème, c'est que sa mesure est toujours compliquée. C'est-à-dire que même si vous avez une récession profonde, on peut imaginer que sans justement plan de relance, la récession aurait été encore plus profonde. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'évaluer ce qu'on appelle le contrefactuel. C'est qu'est-ce qu'aurait fait l'économie si on n'avait pas eu ce plan de relance. Donc c'est toute la difficulté de la mesure. Là, il se trouve que le timing est extrêmement opportun, c'est-à-dire que c'est le moment de relancer la machine, au moment où on a une reprise de l'économie. On voit que la plupart des pays le font dans le monde, donc on a une espèce de coordination malgré tout qui se fait, et on voit bien que quand on est dans un moment dépressif de l'économie, c'est là où les plans de relance le sont le plus efficaces. Maintenant, il y a plusieurs choses. Dans un plan de relance, on parle beaucoup de la règle des 3T, et qu'il faut respecter, c'est le timely, c'est-à-dire le moment opportun, on y est. Il y a le targeted, c'est-à-dire quelles sont les mesures qu'on prend et qu'est-ce qu'elles ciblent. Et puis le troisième point, qui est à mon avis le fondamental, et peut-être qu'il manque là-dessus, c'est le transitory, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui doivent être uniquement transitoires. C'est-à-dire, par exemple, les Allemands ont fait une baisse de TVA pour 6 mois, et pendant 6 mois, il y aura une baisse de TVA, mais après ça va remonter. Par exemple, quand on baisse les impôts sur la production, typiquement, c'est peut-être une mesure structurelle qui peut être intéressante, mais qui ne répond pas forcément à la crise. Donc la question des mesures de relance doivent être vraiment ciblées, et notamment dépendantes des mesures qui sont liées à la crise économique, et donc elles sont censées être transitoires et pas structurelles. En quoi ce plan il est différent des plans? On a souvent eu des plans de relance en France. En quoi celui-là est différent? Et quelles sont les erreurs, au-delà des 3T, les erreurs que le gouvernement doit éviter de commettre pour que ce plan justement réussisse? Bon, il est différent par son ampleur, c'est-à-dire qu'on a dans l'histoire de la politique budgétaire rarement déclenché autant d'argent en si peu de temps, y compris du côté des politiques monétaires. Et donc on le voit à peu près dans la plupart des pays, on le voit notamment en France, et ça c'est quand même quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a un point très fort, un axe qui est mis un peu partout dans les pays aussi sur la transition écologique. Il y a 30 milliards, hein, 30 milliards pour la transition. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces 30 milliards? Bon, je vous parle, il y a plein de questions. Donc, voilà, il y a sûrement la rénovation thermique des bâtiments, la modernisation des transports, notamment les transports publics. C'est bien tout ça, non? Et tout ça est bien. Alors, le reproche qu'on peut faire à ce plan de relance, en tout cas quand on n'a pas le détail, c'est difficile de faire des reproches, mais on va quand même essayer, c'est peut-être qu'il n'est pas finalement assez adéquat à la crise, c'est-à-dire que je pense qu'il manque des mesures vraiment encore d'urgence, c'est-à-dire notamment qu'est-ce qu'on fait de l'épargne qui est accumulée par les ménages depuis le début de la crise. C'est-à-dire que cette grande particularité, c'est qu'on a une crise historique et que les ménages n'ont jamais eu autant d'épargne. Or, il n'y a pas de mesure qui vise justement à déverser cette épargne dans l'économie. Or, c'est quand même quelque chose d'essentiel, et donc ça veut dire que les Allemands ont fait le choix de la baisse de la TVA, par exemple pour les 6 prochains mois. Il aurait fallu réfléchir, à mon avis, à des mesures de ciblage qui incitent les ménages à consommer plus, typiquement. Et puis, deuxième point, je pense qu'il manque peut-être, on verra, mais c'est le renforcement des fonds propres des entreprises. Le gouvernement a parlé de 3 milliards. Ouais, 3 milliards. Ça me semble assez insuffisant au regard de la crise, et donc on est plus sur des mesures quelque part structurelles. C'est-à-dire que la baisse des impôts sur la production, c'était déjà dans les tuyaux. On peut dire que ça aurait presque pu avoir lieu, même s'il n'y avait pas eu de Donc on tape à côté. Donc à vous écouter, ce sont des mesures structurelles qui peuvent trouver leur sens et leur logique pour donner, encore une fois, rendre plus compétitif le site France, mais en lien avec la crise, c'était pas la bonne réponse. Voilà, c'est le reproche qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que, par exemple, l'investissement dans la transition écologique, c'était une nécessité, et tant mieux si c'est accéléré, mais il aurait fallu le faire de toute façon. La baisse des impôts sur la production, on parlait des problèmes de compétitivité, notamment du secteur exportateur et de l'industrie française, c'est une mesure qui était déjà dans les tuyaux depuis un certain nombre d'années. Donc finalement, on accélère des mesures qui auraient dû être faites, mais est-ce qu'elles sont bien adéquates aux problèmes actuels de la situation économique globale ou même de la situation particulière des entreprises qui est très problématique dans cette rentrée? Mario Draghi disait il y a quelques jours, c'était sa première sortie post-présidence de la BCE, il parlait de bonne dette en zone euro. Est-ce qu'on se dit que ces 100 milliards-là, ça sera de la bonne dette? Ça va être une question fondamentale aussi, parce que on voit qu'aujourd'hui le problème des dettes et des dettes souveraines n'en paraît pas être un, en tout cas dans les plans qui sont mis sur la table. C'est vrai que la question est plutôt comment on redresse les économies et on limite les destructions d'emplois et les faillites, plutôt que de savoir comment on va gérer la question budgétaire et la dette. Par contre, ce volet-là va arriver dans un second temps. Je pense que d'ici, à partir de 2022, la question budgétaire va revenir sur la table. Et là, il va falloir savoir ce qu'on met justement dans cette dette Covid. Et la question qui permet de reboucler avec ce qu'on disait avant, c'est par exemple quand vous baissez les impôts sur la production et que c'est une mesure qui est censée être pérenne, est-ce que vous pouvez considérer que c'est de la dette Covid? Non, là c'est une mesure structurelle qui doit trouver des financements en face à ce moment-là. Donc on voit que si c'est uniquement de la relance temporaire et des mesures qui ne sont pas pérennes, alors on peut faire de la dette Covid. À partir du moment où ça devient des mesures structurelles, alors ce n'est plus de la dette Covid.
Dernière question avant qu'on se quitte, Mathieu. Pardon, hein, je suis un peu. Mais quand on voit la hausse de l'euro, parce que pour le coup, quand je suis parti en vacances, on était plus bas, on est monté jusqu'à 1,20. Bon, on est à 1,1850 au moment où on se parle, l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on met de l'argent, mais derrière, il y a l'euro qui monte. C'est pas bon, évidemment, pour nos exportations. Ça pénalise l'économie française. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'endetter pour rien? Enfin, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais est-ce que 100 milliards, c'est déjà pas annihilé par une hausse de l'euro? Non, quand même pas. Non, non, non. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les exportateurs, mais c'est une bonne nouvelle pour la solidité de la zone euro. C'est-à-dire que malgré les politiques monétaires non conventionnelles, malgré les politiques budgétaires qui sont assez ambitieuses, on voit qu'il n'y a pas un retrait des investisseurs vis-à-vis de la zone euro. Donc le risque, finalement, il est plus du côté américain aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que le voient les investisseurs. C'est pour ça qu'on a une appréciation de l'euro. Enfin, d'un autre côté, un dollar faible, ça les aide aussi, hein. Ça les aide, oui, mais on voit bien que les rendements à long terme ont beaucoup baissé, ce qui pose quand même un certain nombre de questions. Et puis, on voit que la gestion de la crise sanitaire aussi est quand même assez problématique aux États-Unis. Je ne dis pas qu'elle est parfaite en Europe, mais l'Europe a réussi quand même un peu mieux à gérer de ce côté-là. On le voit sur le nombre de cas Covid. Et puis, on voit qu'il y a eu quand même un plan de relance européen qui a réussi, même si on pourrait attendre mieux, quand même à émerger. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent de ce côté-là, alors même qu'on pourrait avoir une crise très dur dans la zone euro. On le voit avec la question de l'Italie, notamment de l'Espagne, etc. Donc finalement, aujourd'hui, l'Europe s'en sort plutôt pas mal. C'est vrai que cette appréciation de l'euro, même si elle peut rassurer comme la solidité de la zone euro, hein, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas une désaffection des investisseurs, elle posera la question effectivement de l'appréciation de l'euro. Et puis, dernier point, n'oublions pas que l'Europe a un excédent courant important de 3 points de PIB, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc naturellement, finalement, l'euro doit se réapprécier. On voit qu'on n'est pas à notre change d'équilibre, hein, donc pas non plus avoir des surinquiétudes là-dessus. Bon voilà, merci en tout cas. Point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonne rentrée Mathieu et à très vite. Merci David, bonne rentrée aussi, à bientôt. Au revoir.